sans plus tarder, je vais vous présenter la conférencière d'aujourd'hui, qui est Dr. Julie Bestman-Smith. Dr. Julie Bestman-Smith est infectiologue microbiologiste dans le CHU de Québec, Université Laval, depuis 2012. Entre autres expertises, en fait, elle s'intéresse à la vaccination chez l'adulte, aussi à la biologie moléculaire, à la spectrométrie et à la virologie. Donc, en plus, en tant que membre justement du comité d'immunisation du Québec, elle est la personne tout à fait indiquée pour nous parler de notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'influenza. Et oui, je l'ai nommé, celui qui, dans quelques jours, quelques semaines, va augmenter notre charge de travail à l'urgence. Pas du tout achalandé ces temps-ci, n'est-ce pas, nos urgences. Mais oui, on va en voir encore plus de cas grâce à l'influenza, mais on va savoir quoi faire grâce à la conférence d'aujourd'hui, qui est vraiment faite pour vous, les médecins d'urgence, autant en centre urbain tertiaire qu'en région plus éloignée. Donc, sans plus tarder, Dr. Bestman-Smith, je vous laisse la parole. Bonjour, alors ça me fait vraiment plaisir de venir discuter d'influenza aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais nous on commence justement la vaccination à partir d'aujourd'hui. Donc on souhaite bonne chance là, pour cette saison. Alors pour mes conflits d'intérêts, j'ai déjà fait des conférences là, pour plusieurs compagnies. Par contre, aucune là en lien avec la présentation d'aujourd'hui, et je ne recevais pas d'honoraires personnels pour les conférences que je donnais. Alors, vous avez pu prendre part des objectifs d'apprentissage. Donc, rapidement, on va décrire la dynamique des épidémies saisonnières d'influenza, des méthodes de prévention, dont la vaccination. Puis, on va tenter de connaître là, davantage les patients qui sont plus à risque de complications d'influenza. Alors, le plan, là, c'est vraiment pour être capable de répondre adéquatement à ces objectifs. Alors, si on revoit un peu la physiopathologie de l'infection au virus de l'influenza, en fait, ce virus-là fait partie d'une grande famille, soit les orthomyxoviridés, pour lequel on a l'influenza A et B chez l'humain, et puis on peut retrouver l'influenza C chez certains animaux. C'est des virus qui possèdent une enveloppe. À la surface, il y a des protéines, puis les protéines les plus importantes pour l'influenza A, c'est l'hémagglutinine, d'où le H, puis la neuraminidase, d'où le F. Bonne journée, papa. Si vous voulez fermer vos micros, s'il vous plaît, quand vous êtes à l'extérieur, on vous entend. Alors, chez l'humain, on va retrouver l'hémagglutinine de type 1, 2 et 3, d'où H1, H1, H3, H2, puis la neuraminidase 1 et 2. Puis comme vous pouvez voir, chez les autres animaux, dont le porc, le cheval, la volaille, on peut retrouver également d'autres types d'hémagglutinine et de neuraminidase. Puis une fois de temps en temps, il peut y avoir certains remaniements entre les différents virus, puis une nouvelle souche qui surgit, qui peut infecter l'humain et qui peut être associée à des pandémies, comme par exemple H1N1 en 2009. Puis sinon, il y a certaines, comme quand on va parler de la grippe aviaire H5N9, eh bien, c'est des remaniements, en fait, qui se font chez le poulet et autres, puis qui peut, de façon accidentelle, infecter l'humain, mais c'est pas des virus qui sont faits pour vivre chez l'humain. Maintenant, vous le savez, la transmission du virus se fait par gouttelettes et aérosols. Puis également, si un patient éternue ou tousse sur une surface inanimée, puis on est en contact avec cette gouttelette-là, on peut également se faire transmettre l'infection. D'où l'isolement contact gouttelette chez les patients qui ont un syndrome d'allure grippale. Le taux d'attaque est variable, mais quand même assez élevé, jusqu'à 40%. Puis la réplication du virus va se faire dans les muqueuses respiratoires supérieures, puis l'incubation est à peu près de 1 à 4 jours. Mais la contagiosité, on calcule que c'est environ 24 heures avant le début des symptômes, d'où la possibilité de transmission quand même assez importante lorsqu'on n'a pas des symptômes, puis on n'a pas de masque, puis on se lave pas les mains nécessairement là, de façon importante, comme quand on a vraiment les symptômes associés. Puis la contagiosité va aller jusqu'à 7 jours, puis ça peut aller même jusqu'à 24 heures suite au dernier jour de fièvre. Donc, d'où la durée d'isolement qu'on fait à l'hôpital et à l'urgence. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être prolongé chez les jeunes enfants ou chez les patients qui sont immunosupprimés. Donc, chez nous, par exemple, un patient immunosupprimé qui a un syndrome d'allure grippale qui est confirmé que c'est un influenza, il va rester en isolement gouttelette contact pendant pas mal longtemps. Maintenant, si on tente vraiment de définir les symptômes associés au syndrome d'allure grippale, si on veut être vraiment puriste, on va dire que les symptômes vont apparaître de façon abruptement. Il va y avoir de la fièvre, de la toux et un de mal de gorge, arthralgie, myalgie,
prostration, fatigue extrême. Donc, souvent, on nous dit, est-ce qu'on est capable de faire la distinction entre un rhinovirus, un influenza, un RSV? Ben, il y a des études qui ont démontré que ça, c'est ce qu'il y avait le plus sensible, mais vraiment, les présentations peuvent être très atypiques, notamment chez les personnes âgées, ou dans certains cas, ils font même pas de fièvre, ou encore, ça peut se présenter par des symptômes digestifs. Par exemple, dans le cas du H1N1, il y avait beaucoup de symptômes gastro-intestinaux associés à l'influenza, puis on s'est rendu compte que ce virus-là avait un récepteur pour les cellules épithéliales au niveau du système digestif, d'où ces symptômes-là. Mais lorsqu'on regarde les études, s'il n'y a pas de fièvre et pas de toux, théoriquement, ça devrait exclure le diagnostic, mais on s'entend, on a quand même tout vu, surtout les patients immunosupprimés, les personnes âgées puis les très jeunes enfants. La durée des symptômes, c'est à peu près 5 à 7 jours, mais la toux peut persister jusqu'à 2 semaines, puis la fatigue même jusqu'à 1 mois. En fait, ce qu'on tente d'éviter, c'est vraiment les complications associées à l'influenza et les hospitalisations. On sait, ça peut entraîner des pneumonies virales, des surinfections bactériennes, notamment Staph aureus, streptocoque du groupe A et puis streptocoque pneumoniae. Ça peut également entraîner des complications cardiaques. Le virus a vraiment une propension à aller infecter les muscles, puis il y a des myocardites, des péricardites décrites, myosites également, puis des atteintes du système nerveux central avec un syndrome de Guillain-Barré franchement décrit associé au virus et des encéphalopathies également. Et vous savez, il y a toujours des décès à chaque année associés à l'infection. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le diagnostic clinique peut être un petit peu difficile à distinguer par rapport aux autres virus qui circulent ou quand on a des symptômes atypiques. Donc, pour nous aider, on peut faire un diagnostic de laboratoire. Et puis, on a certaines analyses qui nous permettent d'aller identifier vraiment par amplification de l'ARN viral la présence du virus. À chaque année, nous, en tout cas au centre hospitalier, au CHU de Québec, on envoie une lettre lorsqu'on débute l'analyse. Parce que durant l'été, on va pas faire la détection de l'influenza A, influenza B, parce que ça circule pas, donc ça serait pas coût-bénéfice. Alors, on débute nos analyses, puis on a 2 analyses disponibles. La première, c'est un test d'amplification d'acide nucléique qui est ciblé pour l'influenza A, l'influenza B, mais également pour le RSV parce que c'est un virus, c'est le virus respiratoire syncytial, qui peut entraîner des symptômes qui sont vraiment similaires, puis absolument on donne pas de traitement pour le RSV à part le palivizumab chez les jeunes enfants en prévention ou les patients très immunosupprimés en greffe, on donne pas d'antiviral. Donc on fait ce test-là. Puis, ce test-là, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire pour confirmer le diagnostic d'influenza. Si on a des symptômes clairs chez un patient qu'on retourne à la maison, qu'on traite pas, on n'a pas besoin de confirmer le diagnostic. En fait, on confirme le diagnostic quand ça va changer notre pratique. Par exemple, un patient qui présente des symptômes qui peuvent être attribuables à l'influenza, mais qu'on va hospitaliser, bien là, on va probablement débuter un traitement, on va le mettre en isolement, donc on devrait confirmer le diagnostic. Ou sinon, un patient qui a une infection très sévère à haut risque de compliquer, bien à ce moment-là, on va faire le diagnostic également pour être capable de faire la contrepartie, par exemple, avec une infection pulmonaire, avec une bactérie ou autre. Ou sinon, dans l'investigation d'une éclosion dans un centre d'hébergement pour soins prolongés. Cette analyse-là, au départ, on le fait 3 jours semaine, puis plus on s'adapte. C'est-à-dire, plus on a de spécimens, plus on va le faire, puis on finit par le faire 7 jours sur 7. Mais il faut se rappeler que c'est une machine puis des humains qui font ça. Donc, si vous avez un délai dans la transmission des résultats, c'est pas parce que ça ne nous tente pas de le faire cette journée-là, c'est vraiment parce qu'on a trop de spécimens, puis ça prend un certain délai rendu dans le pic là, de la saison de l'influenza. Mais sachez qu'on s'adapte, puis lorsqu'on est vraiment dans le pic de la saison, on fait l'analyse 7 jours sur 7. Maintenant, on a un autre TAN multiplex, c'est-à-dire c'est un test qui va aller chercher 20 pathogènes respiratoires, dont 3 qui vont détecter des bactéries qui sont difficilement cultivables dans nos milieux, soit le mycoplasme, le chlamydophila et puis le Bordetella pertussis. Et sinon, c'est les autres pathogènes virales respiratoires. Donc, c'est un test très intéressant, mais malheureusement, on le conserve seulement pour la clientèle vraiment à risque, c'est-à-dire les patients qui sont significativement immunosupprimés, les pneumonies acquises en communauté qui doivent aller aux soins intensifs pour lesquels on n'a pas de diagnostic, ou encore les nouveau-nés qui sont vraiment à risque de complications avec un petit virus insignifiant comme un rhinovirus.
Donc, c'est vraiment important d'indiquer clairement dans la requête l'indication de faire cette analyse-là, sinon on le fera pas. Puis, pourquoi on le fait pas? Premièrement, ça coûte très, 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 très cher. Et deuxièmement, on a un appareil qui fait un spécimen à la fois. Donc, si on se met à avoir 200, 300 échantillons par jour, on sera jamais capable d'émettre un résultat, même si on fait l'analyse à tous les jours, parce qu'on a juste 24 heures dans une journée, donc ça sera pas possible. Donc, vraiment, les patients les plus à risque. Puis, sachez également qu'on va toujours faire le test avant du TAN ciblé influenza A et B et RSV, parce que si c'est positif, on n'aura pas besoin d'utiliser cette analyse-là. Alors, voici tous les virus et les bactéries qui sont retrouvés dans ce TAN. Donc, on peut voir qu'on a tous les parents influenza, puis évidemment l'influenza A, l'influenza B. On est même capable de savoir si c'est un AH3 ou si c'est un AH1 2009, les coronavirus et autres. Donc, laissez-vous pas tenter, par exemple, je vous le redis, on le garde vraiment uniquement pour la clientèle très à risque et chez qui ça va faire un changement pour notre prise en charge du patient. Les traitements. En fait, vous connaissez les inhibiteurs de la neuraminidase, soit l'oseltamivir, le Tamiflu qui se donne par la bouche, ou le zanamivir qui se donne par inhalation ou par voie intraveineuse, et également le péramivir qui est donné par voie intraveineuse, mais qui demande un accès spécial pour avoir cet antibiotique-là. Sinon, on a les dérivés de l'adamantane, en fait l'amantadine puis la rimantadine, qu'on utilise presque plus. Premièrement, c'est pas du tout efficace contre l'influenza B. Donc, avant qu'on ait le sous-type d'influenza, ça prend un certain délai. Donc, ça vaut pas la peine de débuter ce traitement-là. Puis l'autre chose, depuis 2005, à peu près tous nos influenza de type A sont résistants à ces molécules-là. Donc, on les utilise presque plus. Finalement, il y a certaines molécules qui sont en développement, pas encore approuvées par contre au Québec, le baloxavir, le favipiravir et le lanimivir, qui sont toutes des molécules qu'on espère qui vont être plus efficaces un peu que celles qu'on a actuellement. Je vais parler un petit peu d'efficacité tout à l'heure. Si on revoit le mécanisme d'action de ces molécules, le virus, suite à son entrée dans la cellule, il doit entrer par endocytose et la vacuole va nécessiter un pH acide pour pouvoir libérer l'ARN viral. Et les adamantanes, eux autres, empêchent cette acidification-là. Donc, le matériel génétique de notre virus pourra pas sortir de la cellule pour aller se répliquer dans le noyau de la cellule humaine. Au niveau du noyau, la nouvelle molécule baloxavir devrait agir à ce niveau-là. Puis finalement, pour les inhibiteurs de la neuraminidase, en fait, quand le virus va sortir de la cellule, il y a besoin de cette enzyme-là, qui va agir comme des ciseaux, si on veut, pour laisser sortir le virus de la cellule. Et si on inhibe la neuraminidase, eh bien, le virus ne sera pas capable de sortir de la cellule et aller infecter une autre cellule humaine. Maintenant, c'est malheureusement pas la panacée, les traitements antiviraux. Puis les études nous démontrent qu'habituellement, lorsque c'est administré de façon assez précoce, soit dans les 36 heures, eh bien, on diminue d'à peu près 30 à 40% la durée et la sévérité des symptômes, ainsi que la toux prolongée. Il y a des études qui ont démontré que ça réduisait quand même la fréquence des complications et même l'utilisation des antibiotiques ainsi que les hospitalisations. Par contre, il y a peu d'études qui ont été effectuées chez les patients qui sont à risque de complications. Puis comme on va le voir tout à l'heure, les patients qu'on traite habituellement, c'est les patients qui sont à risque de complications, puis pas nécessairement quelqu'un qui est en bonne santé. Il y a un nouveau guide de pratique, c'est-à-dire c'est le guide de l'AMI qui a été mis à jour récemment. Et en fait, les principes généraux qu'il faut retenir pour le traitement contre l'influenza, c'est vraiment de débuter le plus rapidement possible. Puis même dans ce guide-là, on dit dans les 12 heures pour avoir un bénéfice. C'est un peu décourageant parce que c'est difficile de s'imaginer qu'un patient va avoir des symptômes, il va aller consulter son médecin, il va avoir sa prescription, il va aller à la pharmacie, il va prendre le comprimé dans les 12 heures, mais bref, ce serait l'idéal pour avoir un bénéfice. On traite les patients qui sont à risque de complications et qui présentent des symptômes dans les 48 heures. Donc, on se donne quand même un délai là, en se disant que 12 heures, c'est malheureusement difficile à concevoir. Puis, les patients qui sont très malades, on les traite même si le délai est plus tardif que 48 heures. Donc, les infections sévères qui nécessitent une hospitalisation, en fait, on se dit, s'il est hospitalisé à cause de son influenza, c'est sévère. Et l'autre chose, on veut au moins diminuer le risque de transmission pour les autres patients en diminuant la réplication et la sécrétion du virus. Les infections qui sont progressives, sévères et compliquées,
on se fout du 48 heures, on les traite quand même. Et les groupes à risque d'infection sévère, comme les patients immunosupprimés, qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer, on les traite quand même. Qui sont les patients qui sont à risque de complications? En fait, c'est tous les patients qui ont des maladies chroniques, hein? Les insuffisants rénaux, les dialysés, les atteintes pulmonaires, les atteintes cardiaques, les patients qui ont des maladies inflammatoires, surtout les patients immunosupprimés. La femme enceinte jusqu'à 4 semaines suite au postpartum, les extrêmes d'âge, les autochtones, ben c'est malheureusement parce qu'ils ont beaucoup de facteurs de risque de maladies chroniques, puis aussi en région éloignée, eh bien ils ont moins accès aux soins de deuxième et troisième ligne, donc on a tendance à les traiter le plus rapidement, et même si ils ont pas nécessairement des facteurs de risque. Et finalement les patients qui sont obèses. Maintenant, voici les algorithmes qui sont proposés dans le guide, que je trouve quand même assez bien faits. Je m'excuse, en anglais, je les ai pas traduites, mais c'est quand même assez simple. Alors, un patient se présente avec des symptômes d'influenza qui sont mineurs ou pas compliqués. S'il n'y a pas de facteur de risque, il se présente dans les 48 heures suivant le début des symptômes. En fait, on peut considérer un traitement, mais on n'est vraiment pas obligé de traiter ce patient-là. On peut l'évaluer. Si le patient se présente 48 heures suite au début des symptômes, on ne devrait pas donner le traitement. Par contre, évidemment, on va dire au patient qui doit surveiller ses symptômes, que s'il se détériore, il doit reconsulter. Mais théoriquement, s'il se présente 48 heures après le début des symptômes, on ne le traite pas. Par contre, si le patient a des facteurs de risque, même si c'est un influenza qui est modéré, qui est pas sévère, s'il se présente dans les 48 heures suivant le début des symptômes, on le traite. S'il se présente plus de 48 heures, en fait, on peut considérer le traitement, tout en, évidemment, faire peut-être un suivi téléphonique ou du moins dire au patient de se représenter s'il se détériore. Par contre, le patient immunosupprimé, même s'il y a des symptômes qui sont légers à modérés, s'il se présente en haut de 48 heures, on va tout de même le traiter. L'autre chose qu'on s'est demandé chez les patients immunosupprimés, est-ce qu'on devrait doubler la dose? Est-ce qu'on devrait le donner beaucoup plus longtemps? Doubler la dose, c'est non. Il y a plus d'effets secondaires associés. Puis les effets secondaires sont quand même pas si importants. C'est plutôt de la nausée, étourdissement, vomissement, symptômes digestifs. Mais tout de même, c'est notable lorsqu'on double la dose, donc on ne le fait pas. Et prolonger, on se dit toujours, c'est à peu près 5 à 10 jours là, pour un patient immunosupprimé. On poursuit jusqu'à 10 jours s'il y a encore des symptômes significatifs, mais on ne va pas au-delà de 10 jours. Quels sont les signes de complications de l'influenza? En fait, c'est quand même assez intuitif, là. On va parler de maladies modérées ou progressives lorsqu'on a les symptômes typiques de la grippe, plus une hypoxémie, une douleur thoracique, une petite confusion, exacerbation de la maladie chronique de base, une déshydratation. Pour des symptômes sévères à compliqués, là, c'est une atteinte respiratoire basse avec une hypoxémie significative, des anomalies au rayon X, une atteinte du système nerveux central, un choc, myocardite, surinfection bactérienne. Donc, à ce moment-là, on considère évidemment l'hospitalisation et même le transfert aux soins intensifs. On débute immédiatement l'oseltamivir, et ce, même si les symptômes ont débuté au-delà de 48 heures. On va quand même se questionner si on ne devrait pas rajouter un antibiotique si un infiltrat qui a une allure bactérienne, si le patient présente de la fièvre depuis plusieurs jours. Et puis, ceux qui répondent pas au traitement après quelques jours, on peut considérer changer pour le zanamivir. Si on a une confirmation que c'est un influenza B, on pourrait donner immédiatement le zanamivir parce que le zanamivir est plus efficace pour l'influenza B que l'oseltamivir. L'autre chose, on peut considérer aussi une possible résistance, quoique c'est quand même assez rare, mais si le patient a une influenza A qui évolue pas bien, qui est traité avec l'oseltamivir, on peut changer pour le zanamivir, mais on ne devrait pas mettre zanamivir et oseltamivir. Maintenant, pour les jeunes enfants, on peut extrapoler un peu ce qu'on fait chez l'adulte. Par contre, il faut se rappeler qu'en bas d'1 an, la médication n'est pas approuvée, mais on y va au cas par cas. Et sinon, on traite les patients qui ont des facteurs de risque ou sinon, selon l'arrivée avec la durée des symptômes. Maintenant, la vaccination. Alors, pourquoi à chaque année, on recommence la vaccination contre l'influenza? Puis en fait, c'est la seule infection pour laquelle on vaccine à chaque année, hein.
En fait, premièrement, il y a un fardeau associé à l'influenza. Par année, ça cause à peu près 6 000 hospitalisations vraiment directement attribuables à l'influenza. Et puis nous, dans le comité d'immunisation du Québec, il y a quelques années, le ministère nous a demandé de revoir justement ce fardeau-là, puis revoir le programme de vaccination contre l'influenza. Parce que dans le fond, l'objectif du programme de vaccination, c'est pas que personne ait l'influenza, c'est impossible. En fait, on veut diminuer les hospitalisations, les complications et diminuer la mortalité. Puis on s'est rendu compte que 80% des patients qui sont hospitalisés, c'est des patients qui ont des maladies chroniques. Donc, c'est pour ça que maintenant, on essaie de dépenser notre énergie sur la vaccination sur les patients qui ont une maladie chronique. Puis, les patients qui décèdent, à peu près 418 par année, ce qui est quand même significatif là, au Québec, bien, 90%, c'est chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Donc, c'est pas les bébés, c'est vraiment les gens qui sont très âgés ou les patients qui ont des maladies chroniques. Maintenant, on se fait vacciner à chaque année parce qu'il y a toujours des petits changements dans l'hémagglutinine et la neuraminidase de l'influenza A, puis d'autres petites mutations au niveau de l'influenza B. Puis malheureusement, les vaccins sont tels que tels. Pour le moment, c'est pas non plus la panacée, mais s'il y a une modification, quelle qu'elle soit dans l'hémagglutinine, eh bien, ça peut faire que le vaccin qu'on a reçu l'année passée est pas efficace pour la nouvelle souche qui circule. Donc, il y a énormément de changements dans les souches qui circulent d'une année à l'autre. Puis l'autre chose, c'est que le vaccin qu'on produit actuellement, on a noté qu'il y a une diminution de l'efficacité d'à peu près 7% par mois. Donc, si on fait 7 fois 12, c'est à peu près 84-85% de diminution d'efficacité d'une année à l'autre. Donc, même si on avait exactement les mêmes souches qui circulaient, on aurait à peu près 20% d'efficacité de notre vaccin si on disait qu'il était efficace à 100%, alors que c'est pas nécessairement le cas. Maintenant, l'efficacité vaccinale dépend de plusieurs facteurs et c'est très variable, d'une saison à l'autre dépendant des souches qui circulent. D'ailleurs, on sait que le vaccin est toujours plus efficace contre les souches AH1N1 comparativement au AH3N2. Donc, lorsqu'on a l'impression qu'une saison va être plus AH3N2, on se dit, oh boy, ça va mal aller, il va y avoir des hospitalisations, ça va être une saison qui va être difficile. L'âge, le statut humain puis les autres comorbidités, malheureusement, ceux qui en ont vraiment besoin répondent moins bien à la vaccination. Puis également, le type de vaccin. Actuellement, tous les vaccins sont produits dans les œufs. Heureusement, il y a des nouvelles méthodes là, qui sont en cours de développement puis qui sont même disponibles ailleurs, mais qui vont probablement arriver bientôt. Eh bien, d'une batch à l'autre, je m'excuse de l'anglicisme, mais d'une batch à l'autre, eh bien, le vaccin, même s'il y a tous les éléments nécessaires, puis on a les bonnes souches qui sont bien appariées, il y en a qui peuvent être plus ou moins bonnes dépendant des années. Puis même, on a déjà vu que lorsqu'on fait la production, l'amplification du virus dans les œufs, des fois, il y a des petites mutations qui s'introduisent. Donc, même si on a sélectionné la bonne souche, qu'est-ce qui sort au bout? Des fois, c'est pas tout à fait exactement ce qu'on voulait. Il y a 10 à 30 ans, on évaluait l'efficacité vaccinale de 70 à 90 %, mais on n'avait pas de test de biologie moléculaire aussi spécifique et aussi sensible que ce qu'on a aujourd'hui. Puis on se fiait juste à peu près au taux d'hospitalisation durant la saison grippale, puis on faisait des calculs un peu boboches, puis on se rendait compte que oui ou non, le vaccin était efficace. Mais il y avait probablement d'autres choses qui circulaient, d'autres infections et autres, mais bref, ils déterminaient ça de cette façon-là. Maintenant qu'on a des tests vraiment spécifiques et sensibles, on pense que l'efficacité vaccinale est à peu près de 30 à 60 %. Par contre, si on acquiert l'influenza puis on s'est fait vacciner, il y a certaines études qui démontrent que ça peut diminuer les complications et la sévérité associée au virus. Et puis même, ça peut diminuer la prescription des antibiotiques durant une saison grippale. Alors, depuis 2018, on a émis des nouvelles recommandations suite à justement la réévaluation du fardeau associé à l'influenza. Puis maintenant, on sait vraiment les patients qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes au 2e, 3e trimestre. Et maintenant, on vaccine plus de façon gratuite. Théoriquement, c'est ce qu'on a proposé. On vaccine à partir de l'âge de 75 ans pour les raisons que je vous ai mentionnées. Et puis, on vaccine également de façon gratuitement les résidents des centres d'hébergement de soins de longue durée et les travailleurs de la santé. Les patients avec des maladies chroniques, en fait, c'est tous les patients que j'ai mentionnés tantôt pour lesquels on offre le traitement. Donc, tous les patients avec des problèmes pulmonaires, cardiaques, qui ont des suivis médicaux là, au long cours, les patients immunosupprimés, c'est tous les patients qui sont vulnérables de faire une complication avec l'infection.
Maintenant, le personnel soignant, en fait, on vaccine parce qu'il y a quand même à peu près 25% des employés qui vont acquérir l'infection durant la saison grippale. Et puis, on a un risque de transmission à nos patients qui sont vulnérables. Et puis, l'autre chose, évidemment, ça augmente l'absentéisme et la surcharge de travail là, chez les patients qui sont dans les milieux où il y a beaucoup d'absentéisme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Alors, on peut voir en bleu, c'est les analyses pour l'influenza A qui se sont avérées positives durant les semaines, et en jaune, l'influenza B. Donc, immédiatement, on peut voir qu'il n'y a presque pas eu d'influenza B. Habituellement, les autres années antérieures, on a toujours comme une vague d'influenza A, puis ensuite de ça, ça suit par une autre vague d'influenza B. On n'a pas vu ça l'année passée. L'autre chose, on peut voir la courbe en rouge, qui est le pourcentage d'influenza A et B là, qui a été identifié par TAN. On peut voir que la saison a débuté plus précocement comparativement à la courbe en noir, qui est la moyenne des autres saisons des autres années. Donc, comme bilan, on a considéré que c'était une saison grippale qui était modérée. La saison était prolongée. C'était majoritairement de l'influenza A, puis contrairement aux autres années où on a du A et du B comme en vague, là, c'est deux vagues. Au début, AH1N1 et ensuite de ça, AH3N2. Les souches étaient bien appariées au vaccin, puis toutes les souches les principales souches étaient sensibles à l'oseltamivir et puis résistantes aux dérivés de l'adamantane. L'efficacité vaccinale, en fait, c'est quand même significatif. On se rend compte que pour le AH1N1, chez les 18 à 64 ans, pour diminuer les hospitalisations, ce qui est quand même significatif, c'est 75%. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire la promotion de la vaccination chez les patients qui sont à risque de complications et d'hospitalisation. Puis, chez les 65 ans et plus, à peu près 63%. Par contre, comme je disais tout à l'heure, toujours moins efficace pour le AH3N2, efficacité pour diminuer les hospitalisations d'à peu près 25%. Maintenant, pour la surveillance en ambulatoire, en fait, l'efficacité est à peu près de 56% en moyenne, un petit peu plus pour l'influenza A, 67%, puis beaucoup moins pour l'influenza A H3N2, soit de 17%. Mais c'est quand même significatif, je trouve, de dire qu'on a diminué les consultations en soins ambulatoires de 67%, puis diminué de 75% les hospitalisations. Je pense que ça vaut le coup là, de faire la promotion de la vaccination. Maintenant, à quoi pouvons-nous nous attendre pour cette année? En fait, déjà, les colonnes en vert, le turquoise, c'est le nombre d'analyses qui ont été demandées. Puis en rose, mais ça fait un peu mauve avec la juxtaposition des couleurs, c'est les nombres de tests positifs. Donc, on peut voir que la saison cette année est encore précoce. Hein, ça a déjà commencé à le début octobre, mi-octobre, comparativement en vert gazon. La courbe qui est en vert gazon, c'est ce qu'on a vu l'année passée, alors que l'année passée, on disait déjà que c'était précoce. Donc, la grippe est déjà arrivée, c'est commencé. Il y a seulement quelques souches qui ont été caractérisées. On a les trois types d'influenza, AH1N1, AH3N2, puis influenza B. Jusqu'à maintenant, on a très peu de souches qu'on a pu caractériser, mais ça semble être apparié aux souches qu'on a dans le vaccin qui va être administré là, aux individus. Puis pour la sensibilité aux antiviraux, on n'a pas encore les analyses. Donc, des fois, on se fie un peu à ce qui se passe dans l'hémisphère sud pour voir qu'est-ce qui va se passer dans notre hémisphère, mais c'est vraiment difficile d'extrapoler. On ne sait jamais ce qui peut nous attendre. Alors, le directeur de la santé publique, encore une fois cette année, dans le fond, nous avise que le comité d'administration du Québec, là, dont je fais partie, donc le PIC, ne vise plus les personnes âgées de 6 à 23 mois ou les personnes âgées de 60 à 74 ans suite à notre analyse là, sur le fardeau. Mais comme l'année passée, on peut toujours vacciner de façon gratuitement les patients âgés de 60 à 74 ans, puis les jeunes bébés également. Puis évidemment, en fait, nous, notre objectif, c'est pas qu'on vaccine plus nécessairement complètement ces individus-là, mais on aime mieux qu'on concentre nos énergies sur les individus qui sont à risque d'hospitalisation et de mortalité. Maintenant, cette année, tous nos vaccins que l'on distribue, c'est un vaccin quadrivalent. On a 2 souches de A, 2 souches de B. Habituellement, c'est des vaccins trivalents. Majoritairement 2 souches de A, 1 souche de B, mais cette année, là, les vaccins qui sont distribués ont les 4 souches. Les 2 souches de A sont distinctes de celles qu'il y avait l'année passée, mais sont similaires, identiques à ce qu'il y avait l'année passée.
Maintenant, ici, juste rapidement, là, on va revoir un peu les mythes associés à la vaccination pour être capable de répondre à toutes les questions que nos patients nous émettent. En fait, vous les connaissez sûrement encore mieux que moi, là, si vous voyez beaucoup de patients en première ligne. Là, hein, on dit souvent le vaccin peut donner la grippe. Hein, les gens vont me dire, moi, j'ai jamais pogné la grippe. La journée que je me suis fait vacciner, j'ai pogné la grippe. Ou sinon, faire une bonne grippe une fois de temps en temps, c'est pas si pire. En effet, un patient immunocompétent, sans aucun facteur de risque, s'il a le goût de passer 3-4 jours couché dans son lit, pas de problème. Mais les patients qui sont hospitalisés à cause de ça, je pense pas que ça soit bon une fois de temps en temps. Ensuite de ça, les vaccins contiennent toutes sortes d'affaires, des antibiotiques, en tout cas, c'est pas bio, un vaccin, en effet, puis ça peut donner toutes sortes de maladies, l'autisme, etc. Donc, c'est souvent des trucs qui sont véhiculés. Je pense que c'est important d'avoir une bonne écoute pour nos patients, de pas nécessairement les traiter de quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut rapidement réfuter tous ces mythes-là, émettre notre opinion, puis surtout être soi-même convaincu, puis si on n'est pas vraiment s'informer pour être sûr d'être capable de donner la bonne information, puis rapidement clore en disant que vous êtes à risque, hein, vous avez été hospitalisé 2 fois l'année passée pour une pneumonie, vous prenez tel médicament pour votre diabète qui est mal contrôlé, vous êtes à risque d'être hospitalisé, vous êtes à risque même de mourir d'influenza, donc moi je vous suggère de vous faire vacciner. Juste le mythe qui est le plus fréquent que le vaccin peut donner la grippe. Les vaccins qui sont donnés cette année, il n'y a aucun vaccin vivant. C'est des morceaux de virus. C'est des protéines, de l'hémagglutinine, la neuraminidase, qui sont purifiés puis qui sont mis dans le vaccin. Donc, c'est impossible que ça se recombine puis que ça donne l'influenza. Les vaccins vivants atténués, comme le Flumist, mais qui n'est pas disponible cette année, c'est des vaccins qui sont faits à partir de virus qui sont modifiés, qui sont capables de faire quelques cycles de réplication, mais qui sont pas capables de donner la maladie. Donc, c'est pas possible qu'ils donnent la maladie chez un patient immunocompétent. Puis par prudence, chez les patients qui sont très immunosupprimés, on donne jamais de vaccin vivant atténué parce qu'on a peur justement que la souche virale, vaccinale, puisse donner la maladie. Mais ça n'a jamais été vu chez un patient immunocompétent. Mais bref, de toute façon, cette année, il n'y a pas de Flumist. Maintenant, les vrais effets secondaires associés à l'influenza, au vaccin contre l'influenza, puis c'est vrai qu'il y en a. Les principaux, c'est la douleur au site d'injection, la fatigue, nausée. Il y en a que pendant 24-48 heures, ils peuvent filer un peu boboche suite à la vaccination, mais ils seront pas hospitalisés. Puis on va être capable d'aller travailler et vaquer à nos occupations suite à la vaccination. Syndrome de Guillain-Barré, en fait, premièrement, il faut savoir que le virus de l'influenza, dans le fond, l'infection est clairement reliée au syndrome de Guillain-Barré. Ça a déjà été noté que certains patients qui ont reçu le vaccin contre l'influenza ont développé un syndrome de Guillain-Barré. On n'a pas été capable de mettre vraiment un lien de cause à effet, mais puisqu'il y a une plausibilité dans le contexte qu'on sait que le virus en tant que tel peut donner ce syndrome-là, eh bien, par prudence, un patient qui a déjà été vacciné contre l'influenza, qui a développé un syndrome de Guillain-Barré dans les 6 mois suivant la vaccination, eh bien, on a une précaution, puis on devrait en parler avec le médecin traitant, puis il devrait lui-même faire la prescription vaccinale. Le syndrome oculo-respiratoire, ça peut ressembler un peu à une allergie. Certains patients, suite à la vaccination, vont développer un larmoiement, une rhinorrhée. Puis des fois, ça peut être quand même assez incommodant. C'est pas une allergie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une contre-indication à la vaccination, mais on peut en discuter avec les risques-bénéfices. Puis les patients qui avaient ce syndrome-là, les années qui vont suivre, en fait, puis s'ils continuent à se faire vacciner, eh bien, le syndrome s'atténue avec le temps. Maintenant, vous avez probablement entendu parler de la vaccination répétée et du possible signal d'une diminution de l'efficacité vaccinale. En effet, il y a plusieurs chercheurs là, qui s'appuient sur ce phénomène-là. C'est qu'on a constaté pour une souche particulière de H3N1, puis c'est même un clade particulier, on se rend compte que les gens, la première année qu'ils se font vacciner, c'est là où le vaccin est plus efficace. Et les années qui suivent, si on continue à se faire vacciner, c'est comme si on devenait de moins en moins immun envers, notre immunité est de moins en moins bonne pour cette souche particulière de virus. Donc, c'est pas pour le H1N1, c'est pas pour les autres, c'est vraiment un clan particulier. Donc, on a un signal qu'on surveille. Pour le moment, ça n'a pas changé les recommandations. Par contre, ça teinte quand même notre façon de voir les choses, puis ça teinte un peu comment on voit de façon générale les recommandations. Mais pour l'instant, vraiment, on étudie la question, on surveille énormément, puis il y a vraiment une grosse équipe là, de spécialistes, chercheurs qui se penchent sur ce phénomène. L'autre chose à vos patients, vous leur dites, vous faites vacciner pour la grippe, mais le vaccin contre l'influenza n'a pas d'effet pour
tous les autres virus qui circulent. Puis vous savez, il y a plein d'autres virus qui circulent durant la saison grippale. Et puis c'est impossible que le virus ait un effet, que le vaccin, c'est-à-dire, soit efficace pour ces virus-là. Ça fait pas du tout partie de la même famille de virus. Puis l'autre chose, la journée qu'on se fait vacciner, ces virus-là également circulent. Donc on peut attraper un adénovirus, un métapneumovirus la journée qu'on se fait vacciner. Puis c'est pas le vaccin qui donne l'infection. Alors, en conclusion, on peut dire que les saisons grippales se suivent, mais ne se ressemblent pas nécessairement. La vaccination contre l'influenza demeure un des moyens efficaces pour prévenir la grippe. Les traitements antiviraux actuels ont une efficacité quand même limitée. Je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment de débuter le plus rapidement possible. Puis, c'est important, en fait, de cibler rapidement les patients qui sont à risque de complications. Idéalement par la vaccination et deuxièmement, évidemment, par un traitement précoce. Merci. Donc, ça va faire plaisir de prendre des questions. Je ne sais pas si vous voulez qu'on commence par des questions orales. Je vais venir à la Parfait. aussi. On est maintenant rendu à la période de questions. Merci, Dr. Bestman-Smith. Très intéressant. Donc, vous pouvez envoyer vos questions par le biais de l'adresse études au pluriel de cas, tout collé, @amuc.qc.ca. Ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. J'ai déjà reçu une question, en fait, qui est la suivante. Est-ce que vous recommandez aux gens en bonne santé de se faire vacciner s'ils le veulent? S'ils veulent se faire vacciner, oui. Mais comme je vous disais, c'est pas la population qu'on cible. On veut vraiment d'un point de vue santé publique, on veut concentrer notre énergie. Mais moi, quelqu'un qui me dit est-ce que je devrais me faire vacciner, moi, oui, c'est certain que je recommande qu'il se fasse vacciner. En attendant qu'il y ait d'autres questions, je vous invite là à être nombreux à envoyer vos questions. Gênez-vous surtout pas. Moi, j'aurais une question à poser à Dr. Bestman-Smith. J'aimerais savoir pourquoi cette année, on favorise plutôt le vaccin tétravalent lorsqu'on voit qu'il y a seulement 5% justement de l'année passée d'influenza de type B. Pourquoi favoriser 2 souches B et 2 souches A au lieu d'un vaccin trivalent comme on avait auparavant? Ben, en fait, trivalent, on avait une c'est parce qu'on se dit, justement, on essaie d'attraper le plus possible l'influenza B, sachant en plus que le vaccin est moins efficace. Donc, on se dit, au moins, on va ajouter que si on a la bonne souche qui circule dans le vaccin, ben, on va avoir une efficacité contre ça, là. Je sais pas si ça répond à votre question, parce qu'avant, dans le fond, on avait juste une souche de B, puis peut-être que c'est pour ça qu'on dénote que l'efficacité vaccinale était pas si bonne que ça, parce que c'est pas nécessairement la bonne souche qui est dedans, puis nous, on va faire la corrélation que c'est moins bon pour l'influenza B, mais la souche n'est pas nécessairement à l'intérieur là, du vaccin. Oui, c'est parfait, merci. Puis, en termes, en fait, de dépistage dans nos urgences, il y a des infirmières qui, au triage, vont tester systématiquement les patients. Il y en a d'autres qui vont le faire, justement, à tous les patients qui vont être hospitalisés, puis d'autres qui vont le faire à certaines sous-catégories de patients, ça peut être variable d'un milieu à l'autre. Ouais. Qu'est-ce que vous recommandez comme conseil à ce moment-là? Mais c'est ça. En fait, on conseille de faire la détection du virus chez les patients pour qui ça va changer notre pratique. Puis même un patient qu'on retourne à la maison, qui est en bonne santé, puis qui a un syndrome clair durant la période où est-ce que le virus circule à flot, on le laisse partir, on fait pas on confirme pas le diagnostic, puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment quand ça va changer notre pratique. Donc, un patient qui est hospitalisé, en fait, puis on n'est pas sûr, ben c'est sûr que c'est important de le confirmer parce que, on va débuter le traitement, puis 2, on va le mettre en isolement gouttelette contact pendant 7 jours de temps. Fait que c'est un isolement qui est peut-être pas nécessaire pendant 7 jours de temps, là. Donc, oui, ça vaut la peine à ce moment-là, mais chez un patient où les symptômes sont clairs, qui n'est pas à risque de complications, qu'on retourne à la maison, on n'a pas besoin de confirmer le diagnostic.